Salut à tous, je reviens avec un nouveau bilan lecture concernant majoritairement mes lectures du mois de la fantasy. Et deux autres qui n'ont rien à voir, mais bon, c'est DLC, fallait que je vous en parle. Alors, tout d'abord, vous la retrouvez en ce moment dans presque chaque bilan que je fais, hein, mais encore une fois n'est pas coutume, comme on dit. Hein. J'ai découvert le 3e tome de la saga familiale Blackwater de chez Monsieur Toussaint Louverture qui fait un carton parce qu'on le voit absolument partout. Donc ici c'est le tome 3, La Maison, donc je vais pas reparler de l'objet livre qui est absolument fabuleux, hein. Je pense que à force je vais vous saouler avec ça. Je me souviens que je vous avais dit que le premier tome était sympathique, j'avais pas été non plus transcendé par la chose, que le tome 2 était en dessous pour moi. Et je me réconcilie, dirons-nous, avec ce 3e tome que j'ai surkiffé, j'ai adoré. Alors c'est pas un coup de cœur, rien du tout, mais j'ai vraiment kiffé ce tome. De toute façon, je pense que si j'avais pas aimé, je sais pas si j'aurais continué ou pas, parce que j'étais déjà arrivé quand même à la moitié, donc est-ce que ça aurait pas été dommage d'arrêter? Bon, la question se pose pas, parce que de toute façon, est-ce que j'aurais même été capable de le faire juste pour la beauté du livre? Mais non, ce tome 3 était vraiment très bien. Je trouve qu'il y avait un bon équilibre dans les choses, parce que comme je vous ai dit dans le tome 1, c'est plus vraiment une surprise, il y a du fantastique au milieu de cette saga historique. Et il y a vraiment un bon équilibre. Au niveau des événements, il se passe quand même des trucs vraiment bien, c'est vraiment addictif. Dans le tome 2, il y a un des personnages qui était un peu en retrait, et ici, il revient vraiment au cœur de l'histoire. Et ce qui se passe va être vraiment important pour la suite. Bien évidemment, il y a toujours ce petit suspense, il y a des petits trucs qui s'installent en plus par rapport au tome d'avant. Où ça va nous mener, on ne sait pas. Mais c'est vraiment un tome qui est vraiment décisif par rapport à certaines choses pour la suite. Bien évidemment, je vais rester très vague, je ne vais pas vous en parler pendant 2 heures, hein. Je pense qu'au bout d'un moment, vous avez compris. Celui-ci n'a pas fait 24 heures, enfin bref. Juste pour vous dire que j'ai adoré ce tome 3. Je suis censé le lire en LC avec Margot, mais Margot est un petit peu en retrait par rapport à moi. Mais c'est pas grave, j'attends qu'elle arrive et puis... J'ai lu ensuite en lecture commune avec Magali, pareil, vous connaissez Magali maintenant. Nous avons découvert le Carnaval de Sans Rire de Anthony Lamacchia en auto-édition. Donc Anthony Lamacchia, je vous en avais parlé l'année dernière lors du Pumpkin Autumn Challenge avec Conte de Zombies, que j'avais vraiment adoré. Donc là c'est un des premiers titres de l'auteur, si je vous dis pas de bêtises, un des premiers qu'il a écrit, qu'il a revu et corrigé quelques années plus tard. Donc en gros, pour l'histoire, on suit une bande de jeunes qui rencontrent un clown qui leur offre une invitation, donc une invitation comme ceci, pour se rendre dans un cirque. Et arriver dans ce cirque, ce sera peut-être pas les bonnes festivités. Je veux dire, il y en a un qui s'éclate, c'est le clown, et pas vraiment les individus qui s'y trouvent. Je ne dirai pas plus, ça sert à rien. C'est un livre assez court, hein, il fait même pas 200 pages je crois, ouais c'est ça. Il fait même pas 200 pages. Alors ça l'a pas vraiment fait avec moi, alors pour une simple et bonne raison, c'est que je ne suis pas le public cible. J'ai retrouvé la plume d'Anthony que j'adore. Franchement je l'avais découvert dans Conte de Zombies, j'avais beaucoup aimé sa plume. Là je l'ai retrouvé, on reconnaît la plume d'Anthony, donc ça passe toujours aussi bien, c'est aussi fluide, voilà, il y a des petites... Ces phrases sont bien tournées, j'ai rien à redire là-dessus. Par contre, c'est plus pour les amateurs d'horreur, de gore. Il y a vraiment un hommage qui est rendu à tout ce genre-là. Je pense personnellement, alors j'en ai pas la confirmation, je pense qu'Anthony, quand il a écrit ce livre-là, il avait envie d'écrire plus ou moins son film d'horreur. Parce que je pense qu'il est très amateur de films d'horreur et il a voulu écrire le sien. C'est chose faite, il s'est éclaté, ça se sent que pendant le livre il s'éclate. Par contre, moi le gore j'ai un petit peu du mal. Alors vous allez me dire, Laurent tu nous l'as déjà dit mais tu le lis quand même. Il était dans ma palle, faut bien que je le lise. Et j'avais dit qu'Anthony je lirais tout. Parce qu'Anthony c'est quand même un auteur qui change à chaque fois de registre. Il m'en reste plusieurs encore à découvrir. Donc il y a son nouveau qui va sortir. Donc, ce sera de la dark fantasy. Il a écrit un thriller et l'autre c'est un jeunesse. Donc je pense que j'essaierai de faire une commande groupée et de prendre les 3. Parce que j'ai vraiment envie de découvrir ce qu'il fait dans autre chose. Parce que du coup, ce qui avait permis avec Conte de Zombies, c'est d'avoir un peu une palette sur tout ce qu'il était capable de faire. Et du coup, moi, dans ces nouvelles du Conte de Zombies, j'avais vraiment adoré sa nouvelle de fantasy, de savoir qu'il sort une dark fantasy, je suis au taquet. Bon, ce n'est pas la question, on n'est pas là pour ça. Et donc, le plus gros du truc, c'est le fait que c'était de l'horreur pure et que moi, je ne suis pas extrêmement fan. Qu'il y a une scène au début qui m'a profondément dérangé, je ne peux pas dire de quoi ça parle. Par contre, si vous êtes sensible pour le gore, n'y allez pas. Je peux pas trop vous dire pourquoi la scène, je vous laisse découvrir, mais bon, il y a des gros trigger warnings sur ce livre. Donc il y a du sang, il y a de la chair, il y a des mains coupées, il y a tout ce que vous voulez.
Donc on en a discuté avec Magali. Et Magali a une idée, a une image pour donner un peu un sens à... pour vous laisser, comment dire, pour vous fassiez une idée de cette histoire. Pour elle, c'est un peu ça, Pennywise de ça, qui se retrouve dans l'univers de Charlie et la chocolaterie. Bon, version gore, bien évidemment. Et derrière, elle a rajouté avec des manèges un peu à l'assaut. Tout ne m'a pas déplu, dans le sens où, quand on comprend après la façon de faire d'Anthony, quand on arrive dans le cirque, donc on va suivre plusieurs personnes, parce que je sais plus, ils sont 10 ou 15, je sais plus exactement. Et on va les suivre après indépendamment les uns des autres. Et on va se rendre compte qu'il y a une mécanique où ils testent un manège, et il se passe des trucs pas très réjouissants, dirons-nous. Et ça, c'était intéressant, et c'est là où était le suspense pour moi, parce que tu dis, alors attends, il va reprendre ce manège-là, qu'est-ce qui va se passer? Donc ça, je trouvais ça cool. Après, je me suis attaché à aucun personnage. Je pense pas que c'était le but. Je pense que les personnages étaient un peu de la chair à canon. On était là pour du grand spectacle sanguinolent et c'est tout, quoi. C'est juste vraiment, voilà, c'est juste un trip de l'auteur. Comme si vous regardiez plus ou moins un épisode des Contes de la Crypte, ce genre de choses. Et voilà, on est parti pour 200 pages de terreur et d'horreur. Et c'est tout. Donc j'ai pas été vraiment déçu parce que j'en attendais rien déjà. J'avais lu le résumé est vraiment fidèle à ce qu'il y a à l'intérieur, donc déjà voilà. Et je me rends compte encore une fois que tout ce qui est vraiment gore, je peux plus. Je pense que j'aurais lu ça il y a 20 ans, donc quand j'en avais 20, je pense que j'aurais surkiffé. Je sais pas si c'est l'âge qui fait ou je deviens plus sensible ou je deviens vieux con peut-être. Donc malgré tout, voilà, j'étais content de retrouver la plume d'Anthony Lamacchia. Je suis content de l'avoir lu. De toute façon, je compte lire toute sa bibliographie, donc voilà, ce sera fait. Mais que ce genre-là, alors c'est très bien fait, mais je vous dis, c'est pour un public cible. Et je ne suis pas la cible, c'est tout. Ensuite, encore une LC. Mais de toute façon, c'est le bilan lecture des LC, là. Vous n'aurez que ça. Pratiquement. J'ai découvert avec Stéphanie, donc Chronique de Lully, que je pense que vous connaissez aussi maintenant, Daryl l'Ouvremonde de Oliver Perru, parce que la dernière fois je vous ai dit Olivier Perru, j'étais persuadé que c'était Olivier et non c'est Oliver Perru. Bref. Donc Daryl l'Ouvremonde, une bonne petite bête, hein, c'est de la fantasy young adult. Ici on va suivre Daryl qui vit dans un monde comme le nôtre. Hein. La particularité de Daryl, c'est qu'il peut se rendre dans un autre monde et il a un peu une double vie, si je puis dire. Donc il a une vie normale, il vit avec son frère, ils sont tous les deux orphelins, c'est son frère qui a la garde de Daryl. Et quand il part dans l'autre monde, il est apprenti journaliste. Et celui qui est derrière lui, c'est son maître, c'est le célèbre Tortup. Alors je sais pas si ça se dit Tortup ou Tortup, moi je dis Tortup. Le maître Tortup veut le former à devenir journaliste et Daryl c'est ce qu'il veut faire plus tard, il veut devenir journaliste dans l'autre monde, donc il s'appelle l'Ouvremonde. Et justement, là, le maître Tortup, il a une petite info, un petit scoop, et qu'il veut vraiment investiguer dessus avant que ça s'ébruite, parce qu'il a eu des échos, et du coup, en gros, il y a un monde souterrain qui s'appelle Croque-Corbeau, dans lequel, du jour au lendemain, toute la population a disparu, on ne sait pas où ils sont passés. Et du coup, Tortup, quand il a eu vent de ça, parce que c'est une info qu'on essaie de cacher quand même à la population pour pas leur faire peur, il apprend ça, il décide d'enquêter dessus, il emmène Daryl avec lui, et à eux deux, ils vont essayer de savoir ce qui se passe. Voilà pour le début de l'histoire. Donc un univers très riche, assez dense, parce que quand on commence le récit, on a une foule d'informations qui arrivent, on nous décrit l'ouvre-monde, comment si, toutes les lois qui régissent ce monde imaginaire. Ça faisait peut-être un petit peu beaucoup au début, parce que c'est vrai que moi comme Stéphanie comme moi, pardon, c'est ce qu'on s'est dit. Donc du coup ici, quand elle m'a fait son analyse et qu'on en a discuté du coup tous les deux, on avait à peu près le même ressenti. Le début c'est vrai qu'il nous balance pas mal d'informations et ça fait un petit peu peur, donc faut pas s'arrêter là, parce que franchement après ça coule de source, ça va tout seul. On sent que l'univers il est réfléchi, que l'auteur il a vraiment construit ce monde imaginaire en amont avant d'en écrire l'histoire. Sympathique de découvrir une espèce d'enquête au sein d'un monde de fantasy, ça change un petit peu du traditionnel héros qui doit répondre à une prophétie et tout ça. Vraiment sympa. Au niveau du bestiaire, ça change un petit peu de ce qu'on peut voir aussi. Il a essayé d'aller vers d'autres choses, d'autres figures, je pense notamment au poule piquet. Donc c'est l'équivalent d'un gnome, et on en suit un qui s'appelle Langue Tordue. Et j'ai surkiffé ce personnage, qui est d'une drôlerie. Moi je pouffais tout seul devant mon livre, il était vraiment très drôle. Il a tendance un petit peu à mélanger les mots dans les phrases et ça donne quelque chose d'assez cocasse, c'était vraiment très drôle. Le seul petit hic, parce que ça restera une lecture mitigée, ce qui m'a gêné, c'est qu'arrivé à peu près au milieu du récit, il y a une grosse longueur qui s'installe, je trouve qu'elle n'est pas vraiment utile.
bah, que moi j'ai pas trouvé utile personnellement. Et il se passe pas grand chose, et ça dure et ça dure. Alors je sais pas combien de pages ça a duré, j'ai pas compté, mais j'ai trouvé ça long. Et vous savez tout comme moi, vous qui lisez aussi, que dès que vous tombez sur un endroit où vous ennuyez, bah c'est... Il n'y a rien de plus long dans un livre, qu'est-ce que c'est mortel. Bref, j'ai continué. L'action reprend après, mais je sais pas, il y avait un côté un petit peu brouillon, un petit peu fouillis. En plus, l'auteur refait un peu un retour sur les infos comme il avait fait au début du récit, et il balance tout en bloc, et j'étais perdu. Donc, non seulement il y a eu la longueur avant, et derrière il arrive avec toutes ces infos. Alors je ne critique pas les infos, tout est logique, tout est réfléchi, on sent qu'il y a vraiment un travail derrière, c'est pas le problème. C'est que c'est trop d'un coup, et j'aurais bien voulu qu'il distille ça tout le long du roman, quitte à... Comment dire ça? Parce que sans vous dévoiler grand chose, on a une double narration. Donc on va suivre Daryl et on suit autre chose après, je ne vous dis pas quoi, je vous laisserai découvrir. Et j'aurais préféré qu'il y ait une double narration et derrière qu'il y ait... parce que je vais pas écrire le livre, c'est pas ma place, mais qu'on nous distille les infos au fur et à mesure, au fur et à mesure des pages en fait. Des chapitres qu'on alterne, et là je pense que ça aurait été beaucoup plus digeste. Donc du coup le fait qu'il y ait la longueur, le fait que derrière il nous rebalance des infos, moi j'ai fini par pas m'ennuyer, mais être déconcentré. Et en fait régulièrement il fallait que je relise la page parce que je pensais à autre chose. Et c'est vraiment dommage, et je trouvais que la fin elle était un petit peu confuse pour moi. Il y a eu quelques petites facilités aussi, il y a certains trucs je me dis ouais c'est un peu... on se penche pas vraiment dessus, mais c'est un détail. C'est dommage parce que c'est un très très beau livre. Alors à la base c'est une campagne Ulule, donc, qui est sortie ensuite chez Michel Lafon, parce que l'auteur est québécois je crois. Et comme je vous avais montré, l'objet livre est absolument sublime. Vous avez les en-têtes, il y a 3 parties dans le livre, voilà la partie 1, vous voyez. Vous avez les en-têtes de chapitres qui sont absolument sublimes, donc qui reprennent un peu le schéma des parties. Et ensuite vous avez soit des petites images, soit des grandes images. Donc ici vous avez soit des articles de journaux, soit des illustrations par rapport au bestiaire qui se trouve à l'intérieur. Genre voilà, là vous avez un personnage qui est représenté. Vous pouvez avoir aussi, alors je vous montre des images du début, je ne veux pas trop vous spoil. Vous avez des images un petit peu plus énigmatiques, mais moi que j'aime beaucoup. Donc c'est un livre qui est assez sombre, donc moi je pensais, alors c'est du young adulte, mais je pense qu'il faut avoir au moins 15-16 ans, parce qu'il y a vraiment des passages où c'est assez sombre. Pour ma part, moi j'ai trouvé que le fait qu'un enfant qui vient d'un monde comme le nôtre parte dans un autre monde, ça m'a un peu fait rappeler vaguement l'histoire sans fin. J'avais un petit peu ce sentiment avec cette quête et tout, enfin cette enquête pour le coup. Mais après, ça restait relativement sympathique. La fin, elle n'était pas facile. Il amène autre chose qui est très bien aussi. Mais vous sentez vraiment qu'entre le début du récit, qui est relativement, je vais dire, pas féerique, parce que vous sentez bien que vous n'êtes pas dans un monde avec des fées et des fleurs et de la petite musique derrière. Ouais, vous êtes dans un monde déjà où il pleut tout le temps. Donc un monde qui est assez sombre. Ouais, c'est vraiment... il n'est pas manichéen ce monde-là, c'est vraiment un monde gris, c'est pas vraiment le monde... la fantaisie de base, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a vraiment une identité propre à l'univers que propose l'auteur, à travers ces personnages qui sont quand même assez sympathiques, auxquels on se prend d'empathie. Manque de bol pour moi, c'est que la deuxième moitié, je l'ai beaucoup moins appréciée que la première. Mais ça n'engage que moi. Je vous invite quand même à le lire. Peut-être qu'un jour je le relirai, je sais pas. Et peut-être que j'arriverai mieux à appréhender les choses et à mieux m'y intéresser, parce que du coup, comme je vous dis que ça arrive en bloc d'un seul coup, c'est un petit peu indigeste. Faut savoir que 75 à 80% des illustrations qui se trouvent dans le récit ont été dessinées par l'auteur lui-même. Et ça, j'ai trouvé ça génial, parce qu'il y a aussi d'autres illustrateurs qui participent, il y a une liste à la fin. Mais j'ai trouvé ça génial parce que du coup, on avait vraiment une représentation sur papier, sur dessin, de ce que l'auteur avait en tête. Et ça, c'est génial parce que les descriptions, c'est bien, mais notre cerveau, il va faire à sa sauce. Et de là, d'avoir vraiment l'image devant soi, ça nous donnait vraiment la vision de l'auteur. Et ça, c'était vraiment cool. Alors, je dirais pas que j'ai pas aimé, j'ai quand même passé un bon moment. C'est une bonne petite pavasse, parce qu'il n'est pas écrit très très gros. Il y a quand même de quoi faire. Le fait qu'il l'ait illustré comme il l'a fait, franchement, le travail, il est sublime. Comme l'a souligné Stéphanie, à juste titre, ils arrivent à intercaler les images au bon moment au niveau du récit. Et ça devait pas être vraiment évident, comme elle le disait. Et c'est pertinent ce qu'elle dit. Et oui, Stéphanie, tu dis des choses pertinentes parfois. Je me moque, je suis méchant. Ça peut être difficile à appréhender, mais pas impossible. Je suis un peu déçu d'être déçu, en fait, on va dire ça. Dernière LC que j'ai lu pour ce début du mois de mai. J'ai lu Les Enfants de l'Ours, tome 1, Les Partisans de l'Astre de Sylvain Pleuger aux éditions Lansdals.
Je l'ai lu en lecture commune avec Claudine, qui est venue gentiment me voir en me demandant si je voulais bien faire une lecture commune avec elle. Et elle me disait qu'elle n'était pas non plus férue de fantasy et qu'elle aurait voulu un titre assez abordable. Et on a fini par jeter notre dévolu sur celui-ci. Mais j'avais déjà lu Oblivictus de Sylvine Ployer, et ça fait comme Anthony Lamacchia. Sylvine Ployer, c'est une autrice qui aime bien changer de genre à chaque fois. Donc elle a écrit de la dystopie. Ben, je vais vous mettre les couvertures au fur et à mesure. Elle a écrit de la dystopie, donc c'est en 2 tomes plus un spin-off. Elle a écrit, celui-ci c'est de la fantasy en 2 tomes, d'ailleurs il faudra qu'on lise je lise le 2e tome avec Claudine prochainement. Elle a écrit de la science-fiction que j'ai lu qui s'appelle Oblivictus. Il y a une romance qui est parue chez Harlequin dans la collection EH, si je ne dis pas de bêtises. Et incessamment sous peu, elle sortira un prochain titre en urban fantasy. Je l'ai croisée dernièrement sur un salon et elle est toujours très sympathique. On a discuté un petit peu tout ça. Et elle m'a dit qu'elle aimait bien changer les genres. Et franchement, bah, pour ce tome-là, c'était idéal. Moi, Claudine est venue me voir, elle m'a dit qu'elle avait adoré. Je parle en son nom, mais elle doit être en train de regarder la vidéo. Elle a adoré ce titre. Je crois qu'elle a eu même un coup de cœur, donc je suis vraiment content. Alors c'était pas vraiment un conseil, c'est juste qu'il était dans ma palle, qui m'intéressait, et je l'ai présenté. Ça aurait pu très mal passer. Bon, au final, ça s'est très bien passé pour elle comme pour moi, donc c'est vraiment cool. Donc dans cette histoire, on suit Shandy, donc la jeune fille qui se trouve ici. Elle vit dans un monastère, une sorte de monastère avec des moines, sur une île du Nord. Ils vivent carrément en autarcie, ils savent vraiment pas l'univers qui les entoure. Ils sont élevés à l'art du combat, jusqu'à leurs 16 ans, où ils ont un rite d'initiation. Et lors de ce rite d'initiation, il y a un pouvoir qui va se révéler à eux. Ceux qui font l'expérience de ce rite d'initiation ne doivent pas en parler. Donc les autres qui sont derrière et qui attendent leur tour ne savent pas vraiment de quoi est fait ce rite. Et très vite, il y a un de leurs amis, du moins Shandy a un petit copain qui s'appelle Nataraj. Et Nataraj a un autre ami, je ne sais plus son prénom, qui décède. Et la raison qu'on leur avance sur son décès est assez suspect. Donc Nataraj convoque Shandy et ses amis, ils sortent du monastère, quelque chose qu'ils n'ont pas le droit de faire, donc ils frôlent un petit peu les interdits. Et il leur explique qu'en fait tout le monde qui croyait connaître ce monastère et tout ce qui les entoure depuis leur naissance se révélera être faux et qu'on les manipule. Je ne vais pas aller plus loin dans le récit, et c'est à peu près le début, le point de départ de cette histoire. Donc du coup tout cet univers, ce royaume s'appelle le royaume de Meknad. Et ce monde vivait un peu dans une harmonie jusqu'au jour où donc il faisait beau, enfin tout se passait bien, jusqu'au jour où ce monde, alors qui est représenté par un dieu qui s'appelle l'Astre, décide de partir. Parce qu'il trouve que les hommes s'occupent mal du monde, qu'il y a des choses qui se passent pas bien, qu'il y a un manque de respect par rapport à la nature et tout ça. Du coup cet astre décide de s'éclipser et il laisse place au voile, donc c'est-à-dire qu'il pleut tout le temps, qu'il y a le tonnerre, qu'il y a du vent, qu'il fait toujours sombre. Et depuis ce jour, on attend l'éternel retour de l'astre qui n'est toujours pas venu. Donc ça va être lié plus ou moins à l'histoire du monastère, j'en dis pas plus, je vais m'arrêter là. Petit problème que j'ai eu, alors ça ne concerne que moi encore une fois, c'est que moi en fait quand j'ai lu la 4e de couverture, donc paragraphe nous parle justement de cette histoire d'astre et de monde qui s'assombrit avec le voile, on appelle ça le voile qui s'installe avec les ténèbres et compagnie. Et en fait, quand j'ai commencé le livre, du coup j'avais lu la 4e de couve plusieurs fois, je vous l'ai présenté lors de ma pile à lire de fantasy, je l'ai lu quand je suis allé en salon, je l'ai lu plusieurs fois le résumé. Et en fait, quand j'ai commencé le livre, je me suis dit, mais on nous en parle pas de ça. Et je tournais les pages, mais je suis allé assez loin dans le récit, peut-être, je sais pas, 70-80 pages, et je fais, mais pourquoi on nous parle pas du voile et tout ça? Bon, on nous en parlera plus tard. Je pense que c'était pas la priorité, je pense que l'autrice a voulu déjà présenter ses personnages, le monastère, ce qui les entoure et tout ça. Mais ça m'a un petit peu choqué sur le coup que le résumé me parle de choses que je trouve pas dans le récit au début. Mais c'était pas... ça change rien à l'intrigue, hein, mais ça m'a un petit peu perturbé, moi il me faut pas grand chose. Hein. À côté de ça, si vous voulez vraiment commencer la fantasy, moi quand j'en ai parlé avec l'autrice, quand je lui ai pris lors d'un salon, elle m'a dit c'est vraiment pour les novices en fantasy. Donc je sais que sa cible, c'est le young adulte. Là, elle m'a précisé que c'était pour les novices en fantasy. Et moi, je sais qu'elle aime bien mettre un petit peu de romance dans ses récits. Alors, quand je vous dis un petit peu, ça va. C'est pas trop pesant. Même ceux qui n'aiment pas la romance, je trouve pas que ce soit non plus exacerbé et que ça étouffe l'intrigue. Pas du tout. Donc, ça aide même sur la psychologie des personnages. J'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. Une plume addictive. On a envie de tourner les pages. Il y a le petit mystère qui est là. J'ai pas senti absolument de longueur dans ce livre-ci. Les chapitres sont pas trop courts mais ne sont pas trop longs non plus. Autre chose que j'ai beaucoup aimé et qui fait qu'on est vite addict à cette histoire, c'est que le parti pris de l'autrice, c'est que le premier chapitre est un flash forward. Donc vous savez les flashbacks, ce qui se passe en arrière. Là, c'est qu'elle va avancer dans l'histoire, elle nous met un chapitre
Et quand on finit le chapitre, on se dit waouh, il se passe rudement de trucs là, il y a rudement d'enjeux et tout. Comment que ça se fait? Et hop, elle revient en arrière, je crois que c'est 6 mois avant, quelques mois plus tôt. Voilà, elle revient quelques mois là. Et ça, j'aime bien, même dans les films, quand tu vois un truc et qui se passe. J'aime bien cette idée de vous montrer un passage qui se passe beaucoup plus loin et de revenir en arrière et qu'on comprenne le pourquoi du comment. Je trouve ça super. Et ça s'est super bien passé. Et on sent à la fin que faut le tome 2. Donc le tome 2, hein, je vais pas vous mentir, il est pas loin, il est là. Hein. Je le lirai, bien évidemment, ce sera en compagnie de Claudine qui lira la suite avec moi puisqu'elle a adoré aussi. Et j'ai passé un super moment. Voilà, je trouve qu'après, voilà, donc faut pas chercher de la densité. Dans ce premier tome, voilà, on reste vraiment sur cette île. Elle recentre vraiment son intrigue. Elle va pas partir dans des délires avec une densité folle, je vous dis, avec beaucoup de détails et tout, puisqu'elle est là, sa vocation première, c'est de faire entrer des jeunes adultes, des adolescents, dans un monde de fantasy. Je pense que 12-13 ans, ça peut être bien pour lire ce livre. Parce que 10, je sais pas, après, j'ai pas de gosse, moi, donc j'en sais rien, mais du coup, quelqu'un qui veut commencer, qui veut pas avoir peur, parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui veulent commencer la fantasy, qui vont commencer par des titres cultes, genre quelqu'un qui a jamais lu de fantasy qui se lance sur le Seigneur des Anneaux, ça peut être compliqué, parce que le Seigneur des Anneaux, voilà, il y a quand même du détail, on prend le temps, enfin, c'est déjà un sacré level, mais quelqu'un qui veut vraiment s'ouvrir à la fantasy et savoir si ça lui plaît, c'est bien, parce que ouais, on est dans la fantasy, peut-être un petit peu fantastique. Bon, les personnages sont un petit peu caricaturaux par moments, mais pas tant que ça. J'ai trouvé qu'ils étaient attachants, on s'attache à eux. Ouais, il y a ce petit mystère qui nous fait tourner les pages. En plus, on craint un peu pour nos personnages dedans, parce qu'il y a certains trucs qui vont se passer. Je ne peux pas vous dire quoi. Même si c'est écrit dans la quatrième de couve, mais je ne vous dirai rien. Donc du coup, il y a quand même une espèce de psychose qui s'installe, parce qu'ils découvrent que le monde qu'ils connaissaient n'est pas vraiment le vrai visage. Quoi. Entre ce qu'on leur avait dit et ce qu'on leur révèle par la suite, ils se rendent compte qu'on les a trompés et qu'on leur ment depuis toujours. Donc à qui faire confiance? Il y a un phénomène un petit peu de paranoïa, de psychose qui s'installe, et ils sont obligés de revoir tout leur monde en fait. Ils sont obligés de tout remettre à zéro et j'explique les choses très mal. Enfin bref, vous m'avez compris. Donc franchement, très bien, j'ai bien aimé. Je dirais, ça prend son temps dans le sens où elle prend le temps d'expliquer les choses, l'autrice, sans s'attarder pendant 107 ans à vous faire des pages et des pages et des pages. Il y a quand même tout... Rien ne m'ennuie en fait. J'ai passé un excellent moment. Pourtant, je pense qu'en fantasy, par rapport au titre que je vais vous présenter après, je me rends compte que je me rabaisse tout seul. C'est-à-dire que je crois toujours que oh mais la fantasy, non mais ça va être trop compliqué, je vais pas y arriver. Oh non mais la SF c'est trop compliqué, je vais pas y arriver, je vais lire un truc plus simple. Et après quand je lis des trucs plus simples, des fois je fais ah ouais mais c'était trop simple, franchement je me suis ennuyé, c'est des actions vues et revues. Bah oui mais Laurent t'as qu'à te lancer en fait. Et au final j'ai très bien fait. Mais voilà, ça c'est pas sans déplaisir, j'ai adoré ma lecture, je lirai le tome 2 avec plaisir. Et le dernier livre que j'ai découvert, c'est La Guilde des Ombres, avec le tome 1, partie 1, Le Don de Mort de Anatrice, aux éditions Plume Blanche. Alors écoutez, celui-ci c'est une belle bête, hein, on est d'accord? C'est pas écrit hyper gros, on est quand même sur un truc... Alors vous imaginez que j'ai lu ces deux-là en parallèle, hein. Mais j'ai réussi. Vous avez des petites décorations qui vont séparer les trucs, et vous avez également en début de chapitre, et qui a son utilité, vous avez ceci, un dragon. Et quand on lit le roman, on découvre le pourquoi du comment. Donc il y a le même principe né d'ailleurs que les enfants d'ours, avec un premier chapitre qui se passe plus loin et qui vient donner tout de suite... Bref, on va commencer dans l'ordre. L'histoire elle va être très simple. On suit Panama qui est une petite fille qui est dans un orphelinat. Et il y a deux mecs armés qui viennent la chercher et qui l'emmènent dans la Guilde des Ombres. Donc la Guilde des Ombres c'est quoi? C'est une espèce de communauté qui ne comprend que des assassins. Et ces assassins justement recherchent les enfants qui ont un don ou un pouvoir pour les aider justement à assassiner les gens. Ils assassinent sous contrat, ils ne cherchent pas à savoir si la personne c'est quelqu'un de bien ou pas bien. On leur amène un contrat, on leur dit est-ce que tu peux me tuer telle personne, je te donne l'argent et tu le tues comme ça. Eux ils disent ouais ok pas de souci, on y va. Donc du coup ils recrutent la petite Panama, du coup au début du livre elle a 5 ou 6 ans je crois, parce qu'elle a un don assez particulier, elle a le don de mort. C'est-à-dire qu'elle peut toucher ce qu'elle veut, elle peut tuer la personne instantanément. Et ce don de mort, c'est un héritage qu'elle hérite justement, c'est un héritage qu'elle hérite. Elle est pas mal cette phrase. Et du coup, le fait qu'elle ait ce don, c'est qu'elle est héritière de la déesse de la mort, hein, et les assassins justement de la Guilde des Ombres vénèrent cette déesse. Vous suivez le principe?
Et du coup, on va suivre Panama qui rentre dans cette guilde, qui va être formé à devenir aussi un assassin. Et là débute l'histoire. Un premier tome assez introductif, comme je vous dis, ce n'est que la première partie du premier tome. Il fait 500, plus de 500 pages et la deuxième partie en fait 500. C'est pour ça qu'il a été découpé en deux. Alors vous imaginez bien que la couverture est absolument sublime. Hein, enfin, c'est des éditions Plume Blanche là-dessus. Voilà, ils font toujours un travail éditorial absolument magnifique. On est sur de la dark fantasy. Moi, je voulais le lire depuis longtemps, mais il paraît que j'avais entendu des échos comme quoi c'était assez dense. Je me suis dit, est-ce que je vais y arriver? Vous voyez, ce que je vous disais tout à l'heure, que je manque de confiance et tout. Laurent se dit, est-ce que je vais y arriver? Bon, au final, ça s'est très bien passé. Parce que l'autrice prend vraiment son temps. Alors, faut pas s'attendre à un premier tome où il se passe des milliards de trucs. Oui, il se passe des trucs, mais on va être vraiment dans un récit d'initiation. Donc, on va suivre Panama qui va découvrir tout cet univers de Guilde des Ombres. Et du coup, bah, nous, on le découvre à ses côtés. Donc, j'aime bien ces récits où les infos sont distillées au fur et à mesure. Et l'autrice vient pas les rabâcher, mais elle revient dessus plusieurs fois. Donc, vous avez le temps d'assimiler les choses. Et après, elle vous en amène d'autres. Enfin, il y a un côté très pédagogique dans la façon de faire. Et ça, j'aime beaucoup. Du coup, on n'est jamais perdu. Autre point qui est très positif et très intéressant, et que tout le monde ne fait pas, c'est qu'il y a bien évidemment une carte. Ah, d'ailleurs, je ne sais pas montrer la carte des enfants de l'ours, c'est pas grave. Et également, vous avez ça, parce que du coup, je vais vous expliquer pourquoi. Et vous avez ça, la liste des personnages et les points clés, à savoir à peu près sur l'univers. Donc ça reste assez succinct, hein, vous n'avez que les noms, tout ça, mais ça peut vous remettre un peu les choses en tête. Pourquoi? Parce que du coup, quand on arrive dans le monde... Alors attends, le monde c'est... Alors je ne sais plus le nom du monde. Je sais pas si le monde en soi a un nom. Je sais qu'on se retrouve en terre-flamme. Mais je vois sur la carte qu'il y a aussi les terres immémoriales, terre et pérenno, enfin bref. Donc nous on est surtout sur terre-flamme, donc c'est cette partie-ci. Voilà, nous on est ici, à Clepsydre justement. Et du coup au début, l'autrice, Anatrice, va prendre le temps de vous expliquer un peu comment ce monde marche. On va suivre principalement Panama, et il y aura un autre personnage qu'on va suivre à côté. Donc du coup ça va nous permettre d'avoir pas deux points de vue, mais ils sont pas au même endroit. Donc on va découvrir deux univers, deux territoires dans cet univers. L'autrice elle prend le temps d'installer sa politique, tout ce qui va être le côté social avec les gens, comment ça se passe au niveau de la population avec les pauvres, les riches, tout ça. Le côté religieux avec les légendes, avec les divinités. Le côté géographique comme je vous expliquais, avec deux persos qu'on va suivre plus ou moins. Bon, il y a un perso qu'on suit beaucoup plus que l'autre, qui se trouve pas forcément au même endroit dans ce monde. Et du coup, on découvre un peu ces deux univers différents. Du coup, le fait qu'on n'est pas dans le même endroit, c'est pas forcément les mêmes croyances, les mêmes religions. Parce qu'il y a aussi ce côté qui est très présent, la religion. Voilà, ça permet de faire un lien et de découvrir énormément de choses. Elle prend vraiment bien son temps de vous expliquer. On ne s'ennuie pas. Moi, j'ai pas vraiment senti de longueur dans ce gros pavé, mais j'ai vraiment pas senti... je tournais les pages tout seul. Pourtant, je peux vous dire que c'est pas écrit très gros et que les chapitres font entre 30 et 40 pages à chaque fois. Mais la plume de l'autrice est d'une fluidité, c'est très bien écrit, moi j'ai surkiffé. Et à côté de ça, elle prend le temps aussi de nous expliquer l'historique de ce monde-là, de ce qui a pu se passer dans le passé, qui a donné naissance, par exemple, à la Guilde des Ombres et tout ça, aujourd'hui, ce qu'elle est aujourd'hui. Parce qu'il y a des choses à un moment qu'on apprend, et Panama se pose des questions sur certaines choses qui sont dites à demi-mot, et elle ne sait pas pourquoi. Donc elle a réussi, et ça je trouve que c'est quand même un tour de force, à expliquer tout ça sans que l'on ne soit jamais perdu. Je n'ai jamais été perdu. Parce qu'après, le truc qui peut un peu déranger, dans la Guilde des Ombres, vous avez une caste. Vous avez le grand Manitou qui est tout en haut, qui est, je ne sais plus. Voilà. Vous avez les deux grands chefs, ensuite vous en avez un autre, ensuite vous en avez des autres, et ça redescend comme ça. Donc vous avez une caste avec, comme des grades chez les militaires, vous savez, avec différents postes. Du coup, entre eux, ceux qui sont tout en bas doivent appeler par leur nom, pas de noblesse, mais vous voyez, par exemple, il y en a un qui s'appelle le haut maître, il faut l'appeler haut maître. Mais dans le récit, ce haut maître a un surnom, son surnom d'assassin, et à côté, il a aussi un prénom. Donc pour ne pas faire de répétition lorsqu'elle écrit son histoire, Anatrice, elle va changer. Donc sur le coup, vous dites, ah, je vais être perdu. Attends, c'est qui lui déjà? Donc moi je prenais des notes au début. Mais ça sert à rien, puisqu'elle vous réexplique tout ici. Et c'est ça que je trouve génial. Donc le moment où vous avez un doute, paf, les personnages ils sont là. Donc vous n'êtes pas perdu. Et on sent, alors j'avais vu, je sais plus c'est sur Instagram, je crois une interview, je ne sais plus, enfin bref. Anatrice explique qu'elle a mis 15 ans à écrire son histoire et ça se sent vraiment.
Parce que vraiment, elle va se concentrer donc au début sur l'histoire de Panama, sur l'histoire de cette déesse, pourquoi la déesse de la mort. Donc on va un peu découvrir un peu les locaux de cette guilde des ombres. Après, elle va nous expliquer toute la scolarité de cette gamine là-dedans. Et à chaque fois, elle va rajouter un petit peu, mais je trouve que c'est toujours, ouais, c'est fluide, ça se lit bien. Elle prend le temps d'expliquer les trucs et c'est passé crème. C'est pour ça que quand je veux pas essayer des livres de fantasy un peu plus compliqués, ben, je suis con en fait. Je devrais. Parce que là, franchement, c'était vraiment bien fait. Et pourtant, j'avais peur avant de le commencer. Hein. Parce que moi, j'ai vu des bookstagrammeurs commencer ça. Ils ont un parcours en fantasy qui est beaucoup plus grand que moi. Quoi. Et au final, non, ça s'est très bien passé. À côté de ça, moi, un truc où je félicite Anatrice dans ce premier tome, parce que oui, j'expliquerai d'autres trucs après, c'est que le personnage de Panama, la psychologie des personnages, elle est ouf. Donc on est dans de la dark, hein, je vous préviens, c'est ultra violent. En plus, on suit des assassins. Sans foi ni loi, hein, on leur dit de faire un truc, voilà, c'est très violent. Ça peut être des agressions assez violentes, physiques. Il va y avoir des gros mots, c'est verbal. Donc il y a énormément de trigger warning. Ça peut être aussi des agressions sexuelles. Il y a certaines choses qui ne sont pas vraiment très politiquement correctes dans ce livre, mais c'est dû à l'univers, ça se justifie par l'univers. Et après, le personnage de Panama se trouve dans cette guilde, une guilde qui est à 95% que des mecs. Donc Panama se retrouve là-dedans, elle est un petit peu perdue. En plus, la plupart de ceux qui font partie... Non, tous je crois d'ailleurs. Tous ceux qui font partie de la guilde, on les appelle des elfiques. Des elfides. Des elfides. Donc c'est pas, il n'y a rien à voir avec les elfes, c'est des espèces de moitié de dieux, je sais plus exactement ce que c'est d'ailleurs. Bref. Ils ont la peau grise. Et Panama, elle, c'est une humaine. Et elle se retrouve au milieu d'hommes, et du coup elle va en prendre plein la tête, sachant en plus que c'est doublé par le fait qu'elle est humaine, donc le parallèle avec un petit peu les préjugés, le racisme et tout ça est présent. Le fait que voilà, c'est une femme. Et le tour de force de l'actrice justement, c'est que ça reste une femme. Vous savez, il y a certains récits ou certains films où vous mettez une femme dans un milieu d'hommes, la femme en grandissant, ça devient quoi? Ben, ça devient un bonhomme. Ben non, elle reste toujours séduisante. Elle va essayer de jouer de ses charmes, elle va se poser des questions, même si elle est entourée d'hommes, voilà, elle ne s'oublie pas en tant que femme. Et l'autrice nous rappelle bien que c'est une femme, et elle arrive à tenir la dragée haute à ces mecs qui sont en face d'elle. Elle a un bon petit caractère, la Panama, elle se laisse pas faire, mais c'est pas pour autant qu'elle se transforme en mec, ça reste une femme, quoi. Et ça, c'était vraiment bien amené. Il y a 2-3 personnages féminins que j'ai adoré, surtout une qui est méchante, mais j'aime bien les méchants. Et pareil, elle va jouer de ses atours. Caractère, elle est pas vraiment gentille, mais ça reste une femme, ça devient pas un bonhomme parce qu'elle est entourée de bonhommes. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment bienvenu, donc il y a vraiment un côté féminin qui était présent et qui était vraiment bien vu. Après, moi je parle de ça en tant que mec, hein. Je sais pas si une femme le verra comme ça, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome, franchement, l'histoire, la religion, il y a beaucoup de parallèles avec notre religion à nous, et elle fait passer certains petits messages comme ça, c'était vraiment bien vu aussi. Donc vous allez avoir tout le côté politique, tout le côté économique aussi, parce qu'il faut verser les impôts, tout ça. Ils vont vraiment tout expliquer. Elle a vraiment fouillé, mais vraiment à fond son univers. Tout est cohérent. Le truc, c'est que moi j'arrive à la fin de ce premier tome, l'intrigue commence doucement à se dessiner, mais vraiment doucement. Donc je sais pas trop vraiment où on va aller. Je sais qu'il faut pas que je tarde trop à lire la suite. Bon, j'ai un challenge aussi à remplir et j'ai déjà fait une palle, mais bref, on verra. Mais il faut vraiment que j'attende pas trop, parce qu'il y a vraiment du détail, et je sais qu'au fur et à mesure du temps, je vais les oublier, ces détails, et ce serait dommage pour la suite, et j'ai pas envie de me le renquiller avant d'attaquer la suite, non, je pourrais pas. Après, petite précision, donc je parle pas en mon nom, parce que je n'ai pas lu la suite, et je reviendrai bien évidemment vous en parler. Le petit truc qui me fait peur, c'est que je donnerai pas de nom non plus parce que j'ai pas envie de parler en leur nom, mais j'ai vu sur Bookstagram qu'il y en a qui... Parce qu'au début les avis, franchement, comme je vous l'ai dit, étaient dithyrambiques sur cette histoire, franchement tout le monde était à fond dedans. Et il y a des avis qui commencent à arriver qui diffèrent un petit peu, non pas sur l'intrigue en soi, qui est appréciée et qui a l'air d'être dingue, moi je n'en fais qu'en découvrir les premiers balbutiements, mais le problème c'est que le tome 2, la partie 2 du tome 1, oh, c'est compliqué, hein, et la partie 2 du tome 2, les deux parties 2 de chaque tome va s'axer beaucoup plus sur la romance. Donc quand je vous dis que c'est une dark fantasy, on va être sur un tiers de dark fantasy, un tiers de romance et un tiers de scènes de fesses. Parce qu'il faut savoir que l'autrice, avant d'écrire cette dark fantasy, vient de la romance et écrit principalement de la romance. Et du coup, elle en a intégré dans le récit. Donc selon certains, la romance prend le pli sur le reste et que ça devient pas moins intéressant, mais du coup c'est beaucoup trop présent pour donner ce côté addictif que moi j'ai pu avoir ici.
Je les entends, les échos, je les reçois, j'en ai discuté avec les personnes, il n'y a pas de problème. Ça ne m'a pas empêché de lire la suite. D'une, parce que je les ai achetés, donc j'ai envie de les lire, hein, j'ai pas envie de dépenser des sous comme ça dans le vide. Et de voir mon avis. Je verrai bien. Après, s'il y a trop de scènes de fesses, ça va risquer de me saouler, parce que moi, c'est pas ce que j'ai recherché. On verra bien, je me ferai mon propre avis. Comme je vous dis, c'est comme quand moi je vous donne mon avis sur un livre, ce n'est que mon avis. Tenez-en compte, mais si vous voulez vraiment savoir si c'est bien ou pas bien, lisez-le vous-même. Vous pouvez très bien être étonné. Moi j'ai des copains et des copines qui présentent des livres et qui me disent qu'ils n'ont pas aimé. Moi j'arrive derrière, je dis j'ai adoré. Vous avez vu les dernières fois que je vous ai montré des livres, c'était des coups de cœur pour tout le monde, moi j'ai détesté. Donc tout est une question de point de vue. Je lirai la suite, il n'y a pas de problème. Seulement voilà, il paraît que la suite est problématique. Je me ferai ma propre idée sur le sujet. Et par contre, faites attention si vous commencez ce livre-là, parce que je trouve qu'elle intrigue pareil, un tour de force qu'elle a eu, c'est que dès le prologue, vous êtes dedans. Moi, franchement, dès le prologue, j'ai commencé à lire, alors je comprenais pas tout dans le détail, mais je comprenais ce qui se passait. Et je trouve que ça met tout de suite la note pour le truc, et c'est ouf. Mais je me rends compte du coup que j'aime beaucoup la dark fantasy, c'est très violent, mais j'aime bien ça. Alors c'est bizarre parce que j'aime pas le gore, enfin, le gore horrifique. Et là, j'ai vraiment adhéré parce que c'est un monde sans foi ni loi. Et le fait qu'il y ait toujours ce côté initiatique où on suit le personnage qui grandit, ça fait comme l'Assassin Royal, pareil, on va suivre Fitz qui grandit au fur et à mesure et on découvre ce qui l'entoure. Donc j'aime bien ce côté-là dans la fantasy, je trouve que ça amène un truc où on va assimiler tout doucement les infos et c'est vraiment sympa. Donc je ne peux pas dire si c'est un coup de cœur ou pas, je ne sais pas, parce que j'attends d'avoir lu la fin, parce que c'est comme si j'avais ouvert un gros livre et que j'en avais lu que la moitié, donc j'attends d'avoir lu la suite. Mais je peux vous dire que ce tome-ci était une excellente lecture. Vraiment génialissime. Donc nous verrons pour la suite. Donc du coup voilà pour ce premier tour d'horizon pour ce mois de la fantasy. Je continue du coup mes petites explorations livresques. Alors je vais essayer ce coup-ci de partir sur des livres un peu plus courts. Parce que je me suis tapé quand même celui-ci qui n'est pas écrit petit qui fait quand même 500 pages. Et celui-ci avec Lully, pareil, il n'est pas petit, il y a de quoi faire. Donc voilà, là je pars sur des choses un peu plus petites. Je vais tâcher aussi d'ici la fin du mois de finir cette petite duologie parce que j'aime beaucoup. Ça se lit super bien. C'est pas prise de tête, voilà. Le principal déjà dans un roman ou une histoire, c'est de vous emporter et ça marche totalement. Et du coup, comme ça, après, je pourrais essayer la dystopie de Sylvine. Bien évidemment, quand je vous parle d'Anthony Lamacchia, de Sylvine Plougé, je suis rentré un peu dans le détail sur la bibliographie. On me le demande pas, hein, c'est moi qui le fais de moi-même. Hein. Je vous rassure, je ne reçois pas de livre ou quoi. Je préfère rester honnête avec vous et vous le dire. Voilà, c'est juste moi qui ai envie de parler de ces auteurs-là que j'apprécie. Donc, voilà. Ben, au final, je me rends compte qu'il y a presque que des auteurs français, dis donc. Il n'y a que le dernier, le Blackwater, où c'est un auteur étranger. Donc, vive la littérature française. Wouh. Ben, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ce mois de la fantasy se passe bien pour vous et que vous découvrez de bonnes choses, parce que moi, franchement, ce bilan, à part derrière l'ouvre-monde qui est un petit peu mitigé, la fantasy, ça se passe nickel, et ce bilan lecture, bah, au final, ça a été, hein. Franchement, il n'y a pas vraiment de grosses déceptions, on n'est pas non plus dans... C'était pas de la torture. Donc c'est plutôt cool, parce que dernièrement, j'avais un petit peu du mal avec mes lectures, donc je suis content de repartir sur un truc beaucoup plus énergique, et beaucoup plus plaisant, dirons-nous. Voilà. Ben sur ce, je vous laisse et puis on se revoit très vite. Allez, salut.